Bonsoir, veuillez me faire savoir de quel pays vous regardez mon histoire. C'est une histoire émouvante et mon histoire de vie réelle, ce n'est pas du tout une histoire générée par l'IA. Cela m'est arrivé à moi-même. Je m'appelle Martha et j'ai 60 ans. Mais même à cet âge, je me réveille encore certaines nuits en criant, en sueur et en tremblant comme une enfant. Car il y a des douleurs que le temps ne guérit pas. Il y a des cicatrices que personne ne peut voir. Et parfois, les blessures les plus profondes viennent des personnes que nous aimons le plus. Je n'avais que 21 ans quand ma mère a ruiné ma vie. Oui, je l'ai dit, la femme qui m'a mise au monde, celle qui aurait dû me protéger, m'a jetée dans les mains d'un monstre. Et elle est restée là à regarder. C'était un mercredi après-midi, quand elle est rentrée à la maison avec un grand panier de nourriture et a dit « Martha, fais tes bagages, tu te maries ce week-end. » Mariée? Avec qui? J'ai ri, pensant que c'était une de ces blagues sèches, mais son visage ne souriait pas. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu vas épouser le chef Edison. Il est riche, il prendra soin de nous tous. » Le chef Edison avait 47 ans. J'en avais 21. J'ai supplié, j'ai pleuré, je lui ai dit que je n'étais pas prête. Mais maman m'a regardée comme si j'étais un fardeau. Tu penses que tu te marieras par amour? L'amour ne paie pas le loyer, Martha. Tu n'es pas une enfant. Fais ce que je te dis. Ce fut le début de mon cauchemar. Mon mariage était silencieux, il n'y avait aucune joie dans mon cœur. Je me sentais comme une vache menée à l'abattoir. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé lors de notre nuit de noces. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, le chef Edison l'a verrouillée. Il ne souriait pas, il ne parlait pas doucement, il me regardait comme si j'étais un objet. Puis il a dit « Enlève tes vêtements ». J'ai figé. J'ai peur. Pouvons-nous parler? Il a ri. Un rire méchant et sec. Parler? Tu penses que j'ai payé ta mère pour parler? Enlève ta robe maintenant. Et quand je n'ai pas bougé assez vite, il m'a giflé si fort que j'ai heurté le sol. Il a déchiré ma robe. Il m'a jeté sur le lit. Il m'a violée. J'ai crié dans l'oreiller. J'ai pleuré jusqu'à être engourdie. Mais cela ne l'a pas arrêté. Quand il a eu terminé, il s'est levé, a ajusté son pagne et a dit « Dis-le à qui que ce soit et tu mourras. M'entends-tu » Le lendemain matin, j'ai tout raconté à ma mère. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle m'a regardé avec dégoût et a dit « Ne sois pas stupide. C'est ton mari. S'il te veut, donne-toi à lui. Veux-tu me disgracier ?» Je tremblais, je saignais, j'étais brisée. Mais ma mère a choisi le silence. Elle a choisi l'argent, elle a choisi lui. Et ce n'était que le début. On dit qu'une femme trouve du réconfort dans les bras de sa mère. Mais que se passe-t-il lorsque ses bras la poussent dans le feu et se replient doucement pendant qu'elle brûle? Après la nuit de noces, j'ai arrêté de me regarder dans les miroirs. À quoi bon? Je ne pouvais plus reconnaître la femme qui s'y reflétait. Elle n'était plus moi. Ses yeux semblaient vides, son sourire avait disparu, et son corps ressemblait à une prison dont elle ne pouvait s'échapper. Je pensais que ça s'améliorerait peut-être, peut-être que c'était juste la première nuit, peut-être qu'il se calmerait. Mais ce ne fut pas le cas. Cela n'a fait qu'empirer. Le chef Edison en a fait une routine. Chaque nuit, que je sois malade ou que je saigne, que je pleure ou que je supplie, il me prenait comme une propriété. Et quand il ne m'utilisait pas, il me battait. Il rentrait ivre, en colère, criant, jetant des objets. Parfois, il n'avait même pas besoin d'une raison. Est-ce que j'ai épousé une statue? Souris quand j'entre dans cette maison, et quand je ne souriais pas assez vite, gifle. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai caché des ecchymoses avec de la poudre, ou marché avec une douleur entre mes jambes, prétendant que j'allais bien. Je vivais avec une bête et je l'appelais Marie. Mais ce qui m'a le plus brisé n'était pas les poings d'Edison ou son corps, c'était le silence de ma mère. Un jour, je suis retournée à la maison en pleurant après une nuit terrible. Il avait jeté de l'eau chaude sur mon bras. Je lui ai montré la brûlure. Elle était fraîche, rouge, douloureuse. « Maman, je meurs dans cette maison, s'il te plaît, reprends-moi. » Elle m'a regardée, a mâché sa noix de cola et a dit « Tu ne meurs pas, tu apprends à être une épouse. Essuie tes larmes, tu iras bien. » J'étais sans voix. « Maman, il me bat, il me viole, tous les jours. » Elle s'est levée et m'a giflé. « N'ouvre jamais ta bouche pour dire ça à nouveau. J'ai fait pire pour rester dans mon propre mariage. Tu penses que la vie est juste? Retourne chez ton mari avant de disgracier cette famille. » J'ai regardé la femme que j'appelais mère et pour la première fois de ma vie, j'ai su que j'étais seule. Même quand j'ai essayé d'aller à l'église pour obtenir de l'aide, ils ont dit « Sois patiente, le mariage c'est l'endurance. Dieu le changera. » Mais Dieu n'a pas arrêté les coups, n'a pas arrêté les saignements. La seule chose qui a changé,
C'était moi. Je suis devenue silencieuse. Je suis devenue engourdie. J'ai commencé à éviter les gens. J'ai cessé de vivre. Je ne faisais qu'exister. Un jour, je suis tombée terriblement malade. Je me suis évanouie dans la cour. La servante m'a précipitée à l'hôpital. Le médecin m'a regardée comme si j'étais une énigme. Martha, tu as perdu beaucoup de sang. Que s'est-il passé? J'ai menti. J'ai dit que j'étais tombée. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté. Je suis restée dans cet hôpital pendant 2 jours. Le chef Edison n'est jamais venu. Pas une seule fois. Mais maman est venue. Elle s'est tenue près de mon lit et a dit « Tu ferais mieux de ne pas mourir. Tu ne lui as pas encore donné d'enfant. Veux-tu devenir inutile avant ton heure ?» Inutile. Ce mot m'a brisée. Cette nuit-là, à l'hôpital, je suis restée seule, regardant par la fenêtre. Je me suis posé une seule question. Comment suis-je devenue prisonnière de ma propre vie? Et puis j'ai pris une décision. Une qui changerait tout. La nuit où j'étais assise dans ce lit d'hôpital, je n'ai pas dormi. Pas à cause de la douleur dans mon corps, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Personne ne viendrait me sauver. Pas ma mère. Pas mon mari. Pas même les personnes que j'appelais Église. Si je voulais survivre, je devais me sauver moi-même. Le lendemain matin, avant que les infirmières n'arrivent, j'ai retiré la perfusion de ma main. Mes jambes tremblaient encore, mais je me suis forcée à me lever. J'ai marché lentement jusqu'au miroir de la salle de bain et j'ai regardé mon reflet. Mes lèvres étaient gercées, mes yeux étaient rouges. Il y avait une longue blessure près de mon oreille, là où il m'avait lancé sa ceinture 2 nuits auparavant. J'ai murmuré au miroir. « Tu n'es pas inutile, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas un punching ball. » Mais ma voix s'est brisée, parce que je ne le croyais pas encore. Pas complètement. Pourtant, j'ai fait mon sac et j'ai quitté l'hôpital sans le dire à personne. Je ne suis pas retournée chez lui. Je ne suis pas retournée chez ma mère. Je suis allée au seul endroit qui me restait dans le monde où j'avais autrefois ressenti la paix, la maison de mon ancienne institutrice. Son nom était Miss Clara. Elle était la seule personne qui ait jamais cru en moi. À l'école secondaire, quand ma mère criait que j'étais trop stupide pour être utile, Clara me prenait à part et disait « Martha, tu es intelligente, tu portes simplement trop de douleur. » Quand j'ai frappé à sa porte ce matin-là, et qu'elle l'a ouverte, je me suis effondrée dans ses bras. Elle n'a pas posé de questions, elle m'a pas blâmée. Elle m'a tenue et a pleuré, elle a nettoyé mes blessures, elle m'a donné à manger, elle m'a donné du silence. Parfois, le silence est la façon la plus puissante pour quelqu'un de dire « Je suis là !» Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vue. Mais cela n'a pas duré. 3 jours plus tard, le chef Edison m'a trouvée. Je ne sais pas comment. Peut-être que maman le lui a dit. Peut-être que quelqu'un de l'hôpital m'a reconnue. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est venu avec 2 hommes. Ils m'ont traînée comme une criminelle hors de la maison de Clara. Clara s'est battue. Elle a appelé la police. Elle a crié « Elle n'est pas un animal. Vous ne pouvez pas la traiter comme ça. » Mais Edison avait du pouvoir. Il avait de l'argent. Ils m'ont ramenée à la maison, m'ont enfermée à l'intérieur. Et pendant 2 nuits, il m'a pas battue, il m'a pas touchée. Il agissait calmement, trop calmement. Il m'a apporté des fleurs, il a cuisiné pour moi, il a commencé à m'appeler bébé. Je savais que c'était faux, je ne savais juste pas ce qu'il planifiait. Jusqu'à la 3e nuit, il est entré dans la chambre avec une enveloppe brune et a dit « Signe ces papiers ». Je l'ai ouverte. C'était une lettre de confession, tapée, déjà écrite. Moi, Martha Edison, confesse avoir menti au sujet de mon mari. Il ne m'a jamais battue, il ne m'a jamais violée. J'essayais juste de le faire chanter. Je l'ai regardé avec incrédulité. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a souri lentement. « Tu veux me quitter? Bien, mais d'abord, détruis ton nom. Signe-le, ou demain tu te réveilleras enterré. » Mes mains ont commencé à trembler. Des larmes coulaient sur mon visage. « Tu es un démon, ai-je murmuré. » Il s'est approché, s'est penché vers mon oreille et a dit « Non, je suis ton mari. » Et c'est alors que j'ai vu la vérité. Il ne voulait pas seulement mon corps. Il voulait effacer ma voix. Je n'ai pas signé le papier. Je ne pouvais pas. Même si mes mains tremblaient, même si la peur s'était enroulée autour de ma poitrine comme un python, j'ai laissé tomber le stylo. Les yeux d'Edison ont changé immédiatement. Le faux amour a disparu comme de la fumée.
Il a levé la main pour me gifler à nouveau, mais cette fois je l'ai retenu. Ma main a attrapé la sienne en plein vol. Nous nous sommes tous deux figés. Il m'a regardé comme si j'avais poussé des cornes. « Tu veux te battre contre moi ?» a-t-il demandé. Ma voix tremblait, mais j'ai dit « Je ne me bats pas. Je suis juste fatigué de mourir lentement. » Il m'a fixé pendant quelques secondes, puis a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a ri. Un rire profond et méchant. Puis, il est sorti de la chambre et a verrouillé la porte de l'extérieur. J'étais piégée, encore, mais quelque chose avait changé en moi cette nuit-là. Pas ma peur, j'avais toujours peur, pas la douleur, mon corps me faisait encore mal. Ce qui avait changé, c'était cette petite voix à l'intérieur de moi, celle qui se mourait depuis ma nuit de noces, celle qui murmurait « Martha, il te reste encore quelque chose ». Pendant 2 jours, je n'ai pas mangé. Il m'a laissé dans cette pièce sans nourriture, sans lumière. Seul le bruit de l'horloge murale qui faisait tic-tac me tenait compagnie. Tic-tac, tic-tac, me rappelant que le temps avançait, même si ma vie ne bougeait pas. Le 3e jour, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital à nouveau. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 3 policiers dans la chambre. L'un d'eux tenait un dossier. J'ai cligné des yeux, confuse. « Que se passe-t-il » ai-je demandé faiblement. L'un d'eux s'est penché plus près. « Madame, quelqu'un a déposé une plainte. Pas seulement pour abus, mais pour tentative de meurtre. »« Meurtre » ai-je murmuré choqué. « Oui. Nous avons trouvé la porte verrouillée de l'extérieur. Vous avez été affamé. C'est une tentative de meurtre. Celui qui a fait ça va aller en prison. » Je figeai, parce que je n'avais aucune idée de qui l'avait signalé. Puis, elle est entrée. Clara. Ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient. Elle est venue à mon lit, a pris ma main et a dit « J'ai installé un traceur dans le foulard que j'ai noué sur ta tête ce jour-là. J'avais le pressentiment qu'il viendrait te chercher. J'ai suivi chaque étape. J'ai vu quand ils t'ont traîné dehors, j'ai appelé la police. » J'ai éclaté en sanglots. Personne n'avait jamais combattu pour moi auparavant. Personne ne m'avait jamais choisi comme ça. Mais alors que je pleurais de soulagement, j'ai remarqué autre chose. Maman se tenait près de la porte. Oui, ma mère. Elle était là aussi, les bras croisés, les lèvres raides. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardée comme si je l'avais embarrassée. Puis elle est sortie, sans un mot. Cette nuit-là, Clara est restée avec moi. Elle m'a apporté des vêtements de rechange. Elle m'a dit que la police avait arrêté Edison, mais que ses avocats se battaient déjà. Il ne va pas tomber facilement, a-t-elle dit. Il a de l'argent, il a du pouvoir. Mais je te promets ceci, tu n'es plus seule. J'ai lentement acquiescé, mais au fond de mon cœur, je saignais encore. Je ne voulais pas seulement la justice, je voulais des réponses. Pourquoi maman m'avait-elle laissé souffrir ainsi ? Pourquoi avait-elle regardé sa propre fille se faire détruire et n'avait rien dit ? Et juste au moment où je pensais que la douleur ne pouvait pas couper plus profondément, Clara m'a tendu une enveloppe. Ceci est arrivé chez moi. C'était adressé à toi. Pas de nom. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une vieille photo. D'une jeune fille. Elle me ressemblait. Mêmes yeux, même nez. Et au dos, écrit d'une écriture tremblante, ces mots. Histoire ne fait que se répéter. Ta douleur a commencé avant ta naissance. J'ai laissé tomber la photo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je demandé. Clara m'a regardé avec confusion. Je ne sais pas, mais celui qui envoyait cela sait quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai su que mon combat n'était pas seulement avec Edison. C'était avec mon passé, ma mère, mon sang, mon histoire. Sœur, je me tenais là à la porte, comme une statue faite de choc. Ce mot résonnait dans ma tête. Sœur, je me suis retournée lentement, regardant dans les yeux de la femme qui m'avait mise au monde, et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé, je ne la connaissais pas du tout. « Tu as eu une fille avant moi ?» ai-je demandé à nouveau, cette fois d'une voix tremblante. Maman a acquiescé, mais son visage portait une honte qu'elle ne pouvait plus cacher. « J'étais jeune, 19 ans, a-t-elle dit doucement. Il m'a promis le mariage, promis l'amour. Je lui ai tout donné, et je suis tombée enceinte. » Elle a essuyé ses yeux avec le bord de son pagne, mais quand il l'a découvert, il s'est enfui, a dit qu'il ne voulait pas d'enfant, a dit que j'étais trop sale pour lui. J'ai avalé difficilement.
Et puis qu'est-il arrivé? Elle a soupiré profondément. Mon père, ton grand-père, il m'a presque battue à mort quand il a découvert que j'étais enceinte. Il a dit que j'avais apporté la honte à la famille. Il a dit qu'un enfant né hors mariage était maudit. Je me suis assise, lentement. Puis une nuit, quand la grossesse a atteint 7 mois, ta grand-mère m'a réveillée et a dit « Nous partons en voyage ». Elle m'a emmenée dans un autre village. Les yeux de maman sont devenus distants, alors qu'elle parlait. J'ai accouché de l'enfant en secret. Une petite fille. Elle me ressemblait, te ressemblait, mais le lendemain matin, l'enfant avait disparu. Ils m'ont dit que quelqu'un d'une église l'avait prise. On dit qu'elle aurait une vie meilleure. Une larme amère a coulé sur son visage. Je ne l'ai jamais revue. Je suis restée assise, confuse, en colère. Tant de choses avaient un sens maintenant. Son silence, sa froideur, son obsession pour ce que les gens diraient. Elle ne cachait pas seulement ma douleur, elle cachait aussi la sienne. Mais j'avais encore besoin de comprendre une chose. J'ai soulevé à nouveau la photo. Alors, tu penses que cette fille est elle? Maman l'a regardée à nouveau. Je ne sais pas, mais je le sens. Quelque chose dans son visage, quelque chose dans mon cœur. J'ai regardé la photo. Cette petite fille qui avait été prise, qui avait grandi ailleurs, qui avait possiblement vécu une vie que je n'ai jamais connue. Mais qui a envoyé cette photo? Qui voulait que je la voie? Et pourquoi maintenant? Maman s'est levée et a marché jusqu'à l'armoire. Elle a sorti une vieille boîte à biscuits, rouillée, poussiéreuse. Elle l'a ouverte et en a sorti une lettre. Elle était déchirée sur les bords, mais l'écriture était claire. Elle me l'a tendue, lentement. J'ai reçu ceci il y a 2 ans, mais j'avais trop peur d'y croire. J'ai ouvert la lettre. Elle était courte, juste quelques lignes. Je pense que je pourrais être ta fille. Je ne veux pas détruire ta vie ou apporter la honte. Mais je veux juste savoir d'où je viens. Si tu ne veux pas me voir, je comprends. Juste, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Pas de nom. Pas d'adresse de retour. Juste de la douleur enveloppée dans le silence. J'ai regardé maman. As-tu jamais répondu? Elle a secoué la tête. Je ne pouvais pas. Je ne savais pas comment. Je ne savais même pas si c'était réel. J'ai regardé à nouveau la photo dans ma main. Et si elle était réelle? Et si elle était vivante, quelque part? Une femme, portant la même douleur que je portais? Soudain, j'ai ressenti un autre type de feu en moi. Pour la première fois depuis longtemps, ma douleur avait un but. Je voulais la trouver, j'en avais besoin. Pas seulement pour elle, mais pour moi, parce que j'étais fatiguée d'être une victime, fatiguée d'être le silence de quelqu'un, fatiguée de cacher les cicatrices sous de faux sourires. Cette nuit-là, je me suis assise seule et j'ai écrit quelque chose dans mon journal. Si cette fille est ma sœur, alors peut-être que la guérison est possible après tout. Peut-être que ma douleur n'était pas juste de la douleur. Peut-être était-ce un indicateur de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui guérit. Et juste au moment où j'allais fermer le journal, mon téléphone a sonné. C'était Clara. Sa voix tremblait. Martha, quelque chose ne va pas. Que s'est-il passé? Ils ont libéré Edison. Mon cœur s'est serré. Quoi? Il a payé des gens. Ses avocats ont déformé l'affaire. On dit que tu étais émotionnellement instable et que tu faisais de fausses accusations. J'ai figé. Les larmes sont revenues à mes yeux. Ils ont dit que tu as fait des allers-retours dans les hôpitaux pour des traumatismes émotionnels. Ils l'utilisent pour dire que tu as imaginé les abus. J'ai laissé tomber le téléphone. La pièce tournait. L'homme qui m'avait violée, battu, enfermé sans nourriture, marchait à nouveau librement, et pire, il revenait pour se venger. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis allongée sur le canapé de Clara, complètement habillée, les yeux grands ouverts, le cœur battant comme le tonnerre. Il était dehors. Le même homme qui avait écrasé mon âme, dépouillé ma dignité et m'avait fait sentir comme une prisonnière dans mon propre corps, marchait maintenant librement comme si rien ne s'était passé. Je continuais à entendre la voix de Clara dans ma tête. Ils ont dit que tu étais mentalement instable. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé couler les larmes.
mentalement instable. Alors maintenant la douleur était devenue la folie. Alors parce que je me suis effondrée à cause de tous les coups et des nuits sans nourriture, parce que j'ai supplié de l'aide et que personne n'est venu, cela signifiait maintenant que j'avais tout imaginé. Clara est entrée dans le salon et s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main. Tu n'es pas seule, Martha. Je n'ai pas parlé. J'étais fatiguée des mots, fatiguée des promesses, qui ne m'ont jamais sauvée. Mais quelque chose au plus profond de moi a murmuré. Ne cède pas maintenant. Tu es allé trop loin. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son d'un coup à la porte. Clara était dans la cuisine, alors je suis allée ouvrir. Je n'attendais personne. En ouvrant le petit portail, j'ai vu une femme debout dehors. Elle avait la trentaine. Mince, peau foncée, yeux tristes. Elle m'a regardée, puis a souri doucement. Mais au moment où ses yeux ont croisé les miens, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a eu le souffle coupé. Sa main s'est envolée vers sa poitrine. Tu lui ressembles exactement. J'ai froncé les sourcils. Pardon? Elle a ouvert son sac et en a sorti quelque chose, une photographie. La même photo exacte, la petite fille en robe à carreaux. Mes mains ont commencé à trembler. Ma voix m'a quittée. Elle a regardé dans mes yeux et a murmuré. Je t'ai cherché. Je l'ai regardée. Qui es-tu? Ses yeux se sont remplis de larmes. Je m'appelle Zina, a-t-elle dit lentement. Et je pense que je pourrais être ta sœur. Mes jambes ont cédé. Je me suis tenue au portail pour me stabiliser. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. Elle a avancé lentement. Ma mère m'a abandonnée à ma naissance. J'ai été élevée par une vieille femme à Aba. Elle m'a dit que j'étais adoptée quand j'ai eu 15 ans. Sa voix s'est brisée. J'ai porté cette photo pendant des années. C'est tout ce qu'ils m'ont donné. Je ne connaissais même pas son nom, mais quelque chose me disait que si je trouvais la fille sur la photo, peut-être que je me trouverais moi-même. Mes lèvres tremblaient. Comment m'as-tu trouvé? Elle a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran. C'était une publication Facebook que Clara avait faite à propos de mon cas, avec ma photo. Elle a murmuré. Quand j'ai vu ton visage, j'ai su. J'ai juste su. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues, et les miennes. Nous sommes restés en silence, pleurant, deux étrangères liées par le sang, par la douleur, par l'abandon. Clara est sortie et s'est figée quand elle nous a vus. Je me suis tournée vers elle lentement. Clara, je pense que c'est ma sœur. Zina m'a regardée tremblante. Puis-je entrer? J'ai acquiescé. Nous nous sommes assis sur le canapé et j'ai regardé son visage. Il n'y avait pas à le nier. Le nez, les lèvres, même la façon dont elle clignait des yeux quand elle pleurait. Nous étions sœurs. Du sang. Mais juste au moment où nous allions parler à nouveau, le téléphone de Clara a sonné. Elle a décroché et son visage a changé instantanément. Peur, panique. Elle s'est levée rapidement. Martha, tu dois voir ça. Elle a retourné son téléphone. Et ce que j'ai vu a presque arrêté mon cœur. Edison, debout devant une chaîne de télévision, souriant, donnant une conférence de presse. Les accusations portées contre moi sont fausses. Ma femme a toujours eu des problèmes de santé mentale. Je l'aimais profondément, mais sa dépression lui a fait voir des choses qui n'étaient pas réelles. J'ai secoué la tête. Non, non. Le diable se peignait comme un saint tandis que j'étais peinte comme folle. Et juste au moment où je pensais que c'était tout, Edison a lâché une bombe finale. Elle a aussi gardé des secrets. Elle a abandonné un enfant qu'elle avait eu avant notre mariage. Je viens de l'apprendre récemment. Mes yeux se sont écarquillés. Zina a eu le souffle coupé. De quoi parle-t-il? A demandé Clara. Ma gorge était sèche. J'ai regardé Zina, et lentement, très lentement, elle a murmuré quelque chose qui a secoué le sol sous mes pieds. Attends, tu dis que tu as eu un enfant aussi? Sa question a résonné dans l'air comme un coup de tonnerre. Est-ce que tu dis que tu as eu un enfant aussi? J'ai figé. Je ne pouvais pas parler. Ma bouche était ouverte, mais aucun mot n'en sortait. Mon cœur a commencé à battre dans ma gorge, fort, rapide, fort à nouveau. Zina me regardait toujours, pas avec colère, mais avec une sorte de curiosité tremblante comme quelqu'un qui venait d'ouvrir une porte qu'il n'était jamais censé toucher. Clara s'est penchée en avant. Martha, que se passe-t-il? Je me suis levée et marché jusqu'à la fenêtre et ai regardé dehors. Il y a quelque chose à propos du chagrin.
On ne s'en souvient pas tout d'un coup. Il revient par flash, une cicatrice à la fois. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de tout. C'était il y a des années, avant Edison, avant que je ne sache ce qu'était vraiment la douleur. Je venais d'avoir 20 ans, jeune, naïve, désespérée d'être aimée. J'ai rencontré un homme à l'église. C'était un directeur de chorale. Sourire doux, voix suave. Il disait toutes les bonnes choses. Tu es belle. Tu mérites le monde. Je ne te ferai jamais de mal. Je l'ai cru. Et quand j'ai manqué mes règles, il a disparu. Quitté la ville. Changé de numéro. J'étais seule, terrifiée. Et pire, je savais ce que maman dirait. Alors je l'ai caché. J'ai couvert la grossesse avec des vêtements amples et le silence. Puis, par une nuit pluvieuse, j'ai accouché, dans la maison d'une infirmière, silencieusement, secrètement. Le bébé-fille est sorti en pleurant, minuscule, magnifique. Je l'ai tenu pendant 10 minutes, juste 10. Puis je l'ai placé dans les bras de l'infirmière. Et je suis partie, me disant tu fais la bonne chose. Tu n'as rien. Elle mérite mieux. Je ne l'ai jamais revue. Je n'en ai plus jamais parlé. Jusqu'à maintenant. Je me suis retournée lentement. Zina était toujours assise. Clara semblait confuse, et ma voix est sortie comme un murmure. Oui, et Zina a cligné des yeux. Oui, quoi? J'ai pris une profonde inspiration, laissant la douleur ramper hors de la tombe où je l'avais enterrée. Oui, j'ai eu un enfant avant Edison. Une fille. Clara a eu le souffle coupé. Zina s'est couvert la bouche. J'étais jeune, idiote. Je ne savais pas ce qu'était l'amour. Je pensais que tomber enceinte signifiait que je serais enfin valorisée. J'avais tort. Clara s'est levée lentement. Mais Martha, pourquoi n'as-tu rien dit à personne? J'ai souri faiblement. Parce que le monde m'appelait déjà honteuse. Parce que même ma propre mère me battait pour avoir pleuré trop fort. Alors que dirait-il s'il découvrait que j'avais abandonné un enfant? Les yeux de Zina se sont à nouveau remplis de larmes. Sais-tu où elle est maintenant? J'ai secoué la tête. L'infirmière a dit qu'elle connaissait une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'il la prendrait et l'aimerait. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai même pas demandé leur nom. Je voulais juste disparaître. Nous sommes restés en silence. 3 femmes, une vérité brisée. Et juste quand je pensais que la douleur ne pouvait pas aller plus profondément, le téléphone de Clara a vibré. Une autre notification. Elle a regardé l'écran et a eu le souffle coupé. Quoi maintenant? Ai-je demandé. Elle m'a tourné le téléphone. C'était une autre vidéo d'Edison. Cette fois, il tenait un petit garçon potelé, peut-être 4 ou 5 ans, et il souriait largement. Voici mon fils, né juste après la fin du mariage. J'avais peur d'en parler avant, mais maintenant, je suis prêt à l'élever en paix. Contrairement à mon ex-femme, je n'abandonnerai jamais mon enfant. J'ai chancelé. Un fils? Un fils? Clara a froncé les sourcils. Est-ce que c'est vrai? Zina a murmuré. Est-ce qu'il ment encore? J'ai regardé l'écran, puis l'enfant, et soudain, tout mon corps est devenu froid, parce que je me suis souvenu de quelque chose qu'Edison m'avait dit une fois, une des nuits où il m'avait battu jusqu'au sang. Même si tu ne me donnes pas d'enfant, j'en aurai un de quelqu'un qui peut. Clara a doucement posé son téléphone sur la table comme s'il était chaud. Aucune de nous n'a dit un mot pendant un moment. L'air était tendu. Je pouvais sentir ma poitrine monter et descendre trop vite, comme si mon cœur s'enfuyait avant que la vérité ne puisse l'atteindre. Zina a rompu le silence en premier. Et, tu veux dire, le garçon qu'Edison a dit être son fils Milnuf pourrait même pas être le sien, a terminé Clara. J'ai regardé la photo de la femme à nouveau. Quelque chose dans son visage semblait trop familier. Pas comme si je l'avais déjà vu, mais comme si je connaissais le type. Bien parler, poli, soigné, le genre de femme que la société croit sans poser de questions. Pas comme moi. J'étais la brisée, la battue,
Même maintenant, il m'appelait encore amère, disant toujours que j'étais en colère parce qu'Edison avait tourné la page, m'appelant toujours l'ex-femme jalouse. Mais voici une femme assez courageuse pour parler, même avec tous les risques. Elle n'a pas peur? Ai-je demandé. Clara a haussé les épaules. Elle a dit qu'Addison l'avait menacée, mais elle est prête à parler publiquement. A dit qu'elle a des preuves, documents, témoins, audio. Et j'ai fermé les yeux un instant. Pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que quelque chose en moi s'est brisé. La douleur que je portais ne venait pas seulement de ce qu'Edison avait fait. Elle venait du silence, du déni, du gaslighting constant qui me faisait douter de ma propre mémoire. Peut-être que maintenant, finalement, quelqu'un me croirait, mais aussi rapidement que l'espoir est venu, la peur l'a suivie. Et si elle disparaissait avant que la vérité ne sorte? Et si Edison la faisait taire aussi? Je me suis tournée vers Clara. Où est-elle? Pouvons-nous la joindre? Elle a acquiescé. Je lui ai déjà envoyé un message. Je lui ai parlé de toi. Elle veut parler. Quand? Ai-je demandé trop vite. Demain matin. Elle arrive par avion. J'ai retenu mon souffle. Parce que quelque chose me disait, cette femme changerait tout. Mais le vrai rebondissement est venu cette nuit-là. Après que Clara et Zina soient parties, je me suis assise seule dans la petite chambre d'amis qu'elle me laissait occuper temporairement. C'était calme. Trop calme. Le genre de calme qui laisse vos souvenirs revenir en rampant. J'ai regardé le plafond, les larmes coulant silencieusement. Je me suis souvenu de la dernière fois qu'Edison s'était excusé auprès de moi. C'était le jour après qu'il m'ait battue avec une ceinture, parce que j'étais rentrée tard de l'église. Mon corps était marqué, il a apporté des fleurs, s'est agenouillé, a pleuré, a dit « Tu sais que je ne le pensais pas, tu me mets tellement en colère parfois. » Et, d'une manière ou d'une autre, j'ai dit « Je te pardonne. » Je pensais autrefois que l'amour pouvait changer les gens, que la patience pouvait adoucir les démons, que le mariage concernait l'endurance. Mais maintenant, à 60 ans, je savais mieux. L'amour n'est pas censé ressembler à la guerre. Et la famille est censée protéger, pas détruire. Cette nuit-là, j'ai pris mon journal. Quelque chose que je n'avais pas touché depuis des mois. Et j'ai écrit « Ah, chère douleur, je te vois. Chère cicatrice, je vous porte. Mais cher cœur, tu bats encore. Et cela signifie que nous n'en avons pas encore fini. » Je l'ai fermé juste au moment où mon téléphone vibrait. Un message. De numéro inconnu. Ma poitrine s'est serrée en l'ouvrant. Fais attention à ce que tu dis demain. Tu pourrais finir par le regretter. Pas de nom, pas d'emoji, juste un avertissement simple et froid. J'ai figé. Était-ce Edison? Avait-il découvert que l'autre femme venait me parler? Avait-il piraté quelque chose? Tracé quelque chose? Je me suis assise rapidement. Je suis allée à la fenêtre. J'ai verrouillé la porte. J'ai vérifié chaque coin. Les vieilles habitudes ne meurent jamais. Quand vous avez vécu dans la peur trop longtemps, même le silence ressemble à un cri. Mes mains tremblaient encore quand j'ai pris le téléphone et répondu. J'ai déjà assez regretté. Tu ne peux plus me faire peur. J'ai appuyé sur envoyer, mais au fond mon estomac s'est tordu, parce que quelque chose me disait demain ne serait pas un jour normal, et quelqu'un là-bas était prêt à faire n'importe quoi pour faire taire la vérité. Elle est entrée lentement, grande, calme, et portant une robe brune comme si elle s'était habillée pour une guerre silencieuse. Le café n'était pas bondé, pourtant dès qu'elle y est entrée, on aurait dit que le monde s'était figé comme si même les chaises avaient marqué une pause pour respirer. Clara se tenait à côté de moi et a murmuré « C'est elle ». Je me suis levée aussi, pas par respect, pas même par nervosité, mais parce que quelque chose en moi avait envie de s'agenouiller. C'était une femme qui avait survécu à Edison, et cela seul faisait d'elle un soldat silencieux. « Salut » a-t-elle dit, offrant une poignée de main douce. « Je suis Linda. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait du poids, le genre de poids qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Nous nous sommes assises, l'une en face de l'autre.
Ses yeux ont scruté mon visage comme si elle connaissait déjà des parties de moi que, même moi, j'essayais encore de comprendre. Puis, elle a posé une enveloppe brune sur la table. « Je suis désolée si cela semble trop soudain, » a-t-elle dit, « mais j'ai apporté ceci pour que tu saches que je ne suis pas juste une autre femme avec une histoire. » Je l'ai ouverte lentement, et là, entre mes mains, il y avait des photos d'ecchymoses, un rapport d'hôpital et une courte lettre manuscrite signée d'une main tremblante. Edison l'avait battue. Edison l'avait violée, et, tout comme moi, elle était restée. Parce qu'où irait-elle? Qui la croirait? Qui se battrait pour elle quand même sa propre mère transformait sa douleur en silence? Mes mains tremblaient, elle m'observait tranquillement. « Je ne suis pas venue ici pour te faire sentir pire, a-t-elle dit. Je suis venue parce que les mensonges sont plus lourds que la vérité. » J'ai acquiescé, essuyant des larmes silencieuses. Puis elle a lâché quelque chose que je n'avais pas vu venir. « C'est à propos de ta mère. » J'ai lentement levé les yeux. « Ma mère ?» Linda a acquiescé. Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. Elle rendait visite à Edison. Mon cœur s'est arrêté un instant. Lui rendre visite, ai-je demandé? Quand? Après? Que tu l'aies quittée. Elle est venue à la maison plus d'une fois, parfois seule, parfois avec de la nourriture. Une fois, elle a apporté des vêtements pour son fils. Je l'ai fixée. Ça n'avait pas de sens. Tu es sûre? Je ne devine pas. Elle m'a salué, a même souri une fois. Elle m'a dit... Elle a fait une pause et a difficilement avalé. Elle m'a dit d'être plus patiente avec lui. Silence. Un silence fort et étouffant. J'ai senti le café disparaître. Soudain, j'avais à nouveau 35 ans, debout dans la cuisine de ma mère, du sang encore frais entre mes jambes, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Et elle a dit: « Les hommes sont comme ça. Sois forte. C'est le mariage. » Je pensais autrefois qu'elle avait simplement été élevée différemment. Je croyais qu'elle ne savait simplement pas mieux. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Elle a dit que je devrais être patiente. Ai-je répété lentement. Linda a acquiescé. Ma poitrine s'est serrée. Et tu as dit qu'elle a apporté des vêtements? Oui, pour l'enfant d'Edison. L'enfant qu'il prétendait être le sien, bien qu'entre nous, je n'y ai jamais vraiment cru. Il touchait à peine le garçon. J'essayais encore de donner un sens à tout cela, quand Linda a ajouté un coup de plus. Et ta mère, elle m'a dit une fois qu'elle avait pitié de lui, a dit qu'il semblait seul après ton départ. Comme un homme qui a perdu son foyer. J'ai eu envie de rire. Mais mon rire se serait transformé en cri. Ma propre mère, ayant pitié de l'homme qui utilisait mon corps comme un sac de frappe. Réconfortant l'homme qui a brisé mon âme nuit après nuit. Linda a pris ma main. Je ne te dis pas cela pour te blesser. Je te le dis parce que je pense que ta mère en savait plus, qu'elle ne l'a jamais admis. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Je suis juste restée assise là, brisée à nouveau. Pas parce qu'Edison était un monstre, mais parce que peut-être, ma mère l'avait choisi. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Linda et moi sommes juste restés en silence, sirotant du thé froid avec des larmes chaudes suspendues au bord de nos paupières. Ce moment ressemblait à des funérailles, pas d'une personne, mais de la confiance en ma mère, la confiance en ce que je croyais autrefois à son sujet. Quand je suis rentrée ce soir-là, le silence dans ma chambre était assourdissant. Tout avait soudainement un sens, les fois où elle détournait le regard quand je pleurais, la rapidité avec laquelle elle me blâmait, la froideur dans ses yeux quand j'ai finalement fait mes valises et quitté mon mariage. Peut-être qu'elle n'avait jamais voulu que je le quitte. Peut-être qu'elle ne défendait pas seulement le mariage, peut-être qu'elle le défendait lui. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis tournée, je me suis assise, j'ai pleuré, et au matin j'avais pris ma décision. J'irai chez elle, et je lui demanderai, pas comme une enfant suppliant des réponses, mais comme une femme enfin prête à découvrir la vérité, peu importe à quel point elle semblait laide. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. C'est là que j'ai été élevée, où j'ai appris à faire du ragoût,
où j'ai appris à plier les vêtements, où j'ai appris que les femmes doivent endurer. J'ai frappé. Et elle a ouvert la porte, comme ça, comme si rien ne s'était passé au cours des 20 dernières années. Elle semblait plus âgée maintenant, cheveux gris soigneusement attachés, le même foulard qu'elle portait les dimanches. « Martha, a-t-elle dit, surprise, tu n'as pas appelé ?»« Je ne suis pas venue pour appeler, ai-je répondu. Je suis venue pour parler. » Son visage s'est un peu tendu, mais elle s'est écartée. Nous nous sommes assises dans le même salon où elle m'avait dit un jour de retourner et respecter ton mari. La télévision était éteinte, les rideaux à moitié tirés. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé, étudiant mon visage. « Non, » ai-je dit simplement. « Maman, j'ai rencontré Linda. » Ses lèvres se sont figées. Elle a essayé de faire comme si elle ne savait pas de qui je parlais, mais j'ai vu la lueur dans ses yeux. « Qui ?» a-t-elle dit. « La deuxième femme d'Edison. »« Ou la troisième. J'ai perdu le compte. » Elle a brièvement détourné le regard. Je ne lui ai pas laissé le temps de rassembler des mensonges. Elle m'a dit que tu rendais visite, que tu apportais de la nourriture, des vêtements, que tu lui as même dit d'être patiente avec Edison. Elle ne parlait toujours pas. Je me suis penchée en avant, ma voix ferme. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, maman. Dis-moi que tu n'as pas réconforté l'homme qui m'a battue, violée et ruinée. » Il y a eu un silence, long, épais, amer. Puis, d'une voix si douce que je pouvais à peine l'entendre, elle a dit « puis ». Je ne voulais pas vous perdre tous les deux. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je savais ce qu'il te faisait, a-t-elle dit, les larmes se formant dans ses yeux. Ai-je craqué? Je savais, Martha, au cas où je deviendrais folle, au cas où je l'exposerais, au cas où je finirais par me tuer à cause de la douleur. Alors j'ai essayé de le garder proche. Au cas où, j'ai été élevée pour croire qu'une bonne femme tient sa maison, même quand elle saigne, même quand elle meurt à l'intérieur. Je pensais, si je pouvais maintenir la paix, peut-être que tu reviendrais, peut-être que ça guérirait. J'ai ri. Pas de joie mais de l'absurdité de tout cela. La paix? Tu voulais la paix en te rangeant du côté d'un homme qui a déchiré ma dignité en ta présence? Elle a baissé la tête. Je pensais qu'il changerait. Il me l'avait promis. Mon cœur s'est brisé. Tu as cru aux promesses d'un violeur, maman. Mais tu n'as jamais cru mes larmes. Elle pleurait maintenant. Mais je ne l'ai pas prise dans mes bras. J'avais assez pleuré pour 2 vies. Martha, a-t-elle dit entre les sanglots, je sais que je t'ai laissé tomber. Non, maman, ai-je dit froidement. Tu ne m'as pas seulement laissé tomber, tu m'as livré. La pièce était à nouveau silencieuse, excepté les sanglots brisés d'une vieille femme qui faisait finalement face à la vérité qu'elle avait enterrée pendant des décennies. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais jamais. Je pensais qu'il épouserait ta sœur si je ne le faisais pas. J'ai figé. Qu'as-tu dit? Elle a lentement levé les yeux, la honte lourde dans son regard. Avant qu'il ne te demande en mariage, il voulait Grâce, ma sœur cadette, celle qui est toujours restée jolie, douce, silencieuse. Mais je savais que Grâce ne pourrait pas le gérer, a-t-elle continué. Elle était trop douce. Toi, tu étais plus forte, plus franche. Je pensais que si quelqu'un pouvait dompter un homme comme ça, ce serait toi. Je suis restée assise là, engourdie. Toutes ces années, je pensais avoir été choisie parce qu'il m'aimait. Mais je n'avais pas été choisie. J'avais été assignée. Utilisée comme un bouclier pour protéger quelqu'un d'autre de la même douleur. Ma propre mère m'avait donné à lui, parce qu'elle pensait que je pouvais gérer le monstre. Je me suis levée, tremblante. Je n'étais pas une soldate, maman, j'étais ta fille. Elle a pleuré plus fort. Pardonne-moi, Martha, s'il te plaît. Mais je n'ai rien dit. Je suis juste sortie. Le soleil était trop brillant ce matin-là. Trop chaud pour une journée comme celle-là. Parce que quelque part entre le passé et le présent, j'ai réalisé quelque chose, ma douleur n'a jamais été un accident. Elle a été arrangée. Et cette vérité, elle fait plus mal que n'importe quelle gifle que j'ai jamais reçue des 10 ans. Je ne suis pas rentrée directement. J'ai marché, et marché, jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, jusqu'à ce que mes jambes tremblent. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de respirer. J'avais besoin de comprendre comment j'avais vécu toute ma vie sous le toit d'une femme qui m'avait livrée à un loup pour protéger son mouton préféré. Grâce. Je ne l'avais pas vue depuis près de 8 ans.
Elle s'est tenue à l'écart après le divorce non pas parce qu'elle prenait parti, mais parce que le silence était plus facile pour elle que la vérité. Mais maintenant, j'avais besoin de la voir. J'avais besoin de la regarder dans les yeux et de poser l'unique question qui hantait mon âme. Le savais-tu? Savait-elle que j'avais été sacrifiée pour qu'elle puisse rester en sécurité? Dormait-elle en paix pendant que je saignais sans silence? Sa maison était calme. Elle vivait dans un modeste appartement en périphérie de la ville. Mariée. Un enfant. Vie paisible. Un mari qui l'adorait. Elle a ouvert la porte, ses yeux s'écarquillant quand elle m'a vue. Martha? Puis-je entrer? Elle n'a pas hésité. Elle m'a serré dans ses bras longtemps et fort, comme si je lui manquais. Et peut-être que, à sa façon, c'était le cas. Elle m'a servi du jus. S'est assise à côté de moi, a attendu que je parle. Mais j'étais fatiguée d'être celle qui commence les conversations difficiles. Alors je l'ai juste fixée, jusqu'à ce qu'elle le sente. La tension, la lourdeur, son sourire s'estompait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. « Est-ce que maman t'a déjà dit ?» Elle a cligné des yeux. « Me dire quoi ?» Je me suis penchée en avant, retenant à peine mes larmes. Qu'Edison te voulait d'abord. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a détourné rapidement le regard, et c'était toute la réponse dont j'avais besoin. Tu savais. Martha, tu savais. Et tu l'as laissé me donner à lui? Elle a tenu sa poitrine, comme si les mots l'avaient poignardée. Je n'avais que 19 ans. Je ne savais pas quoi faire. Maman a dit que tu étais plus forte, que tu serais capable de le gérer. J'ai pensé que c'était peut-être vrai. Je me suis levée. Je ne pouvais pas rester assise face à une autre trahison. Tu étais ma sœur, Grace. Je le suis toujours, a-t-elle murmuré, se levant aussi. Je ne l'ai pas demandé. Je ne t'ai pas envoyé à lui. J'avais peur. Je ne comprenais pas. Mais tu as regardé, ai-je dit, la voix se brisant. Tu m'as regardé revenir avec des ecchymoses. Tu m'as regardé lutter pour sourire. Tu m'as regardé perdre mes bébés et me perdre moi-même. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais parlé. Tu étais juste. Des larmes ont rempli ses yeux. Je pensais que tu me détesterais, a-t-elle dit doucement. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Alors je suis restée à l'écart. Ce n'est pas le cas. Et tu as vécu heureuse pour toujours. Elle a fait une pause. Ai-je ricané. Puis a continué lentement. Tu n'étais pas la seule que maman a sacrifiée. Je me suis tournée vers elle. Que veux-tu dire? Elle a essuyé ses larmes. Après que tu aies quitté Edison, maman m'a dit de ne pas te parler. Elle a dit que tu gâchais le nom de la famille. Elle m'a fait croire que tu étais amère, que tu n'avais pas assez essayé. Je me suis rassise. Alors je suis restée silencieuse. Donc nous étions toutes victimes, ai-je murmuré. Du silence, de la honte, de ses règles, grâce à Akissé, pleurant maintenant pleinement. Je suis désolée, Martha. Pour tout. Si j'avais su ce que tu traversais, j'aurais fait quelque chose. Je le jure, je l'ai cru. Mais la croire n'a pas arrêté la douleur. La douleur de savoir que j'étais un agneau offert sur l'autel de l'image familiale. Un sacrifice vivant pour le respect et la réputation. Nous sommes restés en silence. Deux femmes adultes brisées de différentes façons, liées par le même sang. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille. Tout ce que je pensais savoir était en train d'être démembré fil par fil. Puis elle a dit quelque chose qui a arrêté mon cœur. Maman est malade. Je me suis tournée vers elle. Quoi? Elle passe des tests. Ils ont dit que ça pourrait être une insuffisance rénale. J'ai baissé les yeux. Faible. Cette même femme qui m'avait regardée supplier de l'aide, elle ne voulait pas avait maintenant besoin d'aide. Et je ne savais pas comment me sentir. Je n'étais pas sans cœur, mais je n'étais pas entière non plus. J'ai quitté la maison de grâce confuse, déchirée, parce qu'au fond de moi, une bataille se préparait. Est-ce que je vais aider la mère qui m'a brisée? Ou est-ce que je m'éloigne définitivement et la laisse faire face au silence qu'elle m'a autrefois imposé? Mon téléphone a sonné le lendemain matin. C'était Grâce à nouveau, Martha. Ils l'ont emmenée à l'hôpital général. Le médecin a dit que si elle ne commence pas la dialyse bientôt, sa voix s'est brisée. Je n'ai pas attendu d'entendre le reste. J'ai raccroché et je suis juste restée immobile. Pas par peur, pas par pitié, mais parce que je ne savais plus qui j'étais. Étais-je la fille qui avait encore de l'amour à donner, ou la femme qui en avait été vidée par les mêmes mains, qui avait maintenant besoin d'aide? Je me suis habillée quand même.
Pas par obligation, mais par curiosité. J'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin de savoir si elle portait toujours cette même froideur dans ses yeux, ou si la maladie lui avait finalement appris ce que la douleur signifiait vraiment. L'hôpital était silencieux quand je suis entrée. L'odeur d'antispic et de fer flottait lourdement dans l'air. Grace m'a rencontrée à l'entrée. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle a pris ma main et m'a conduite à la salle. Elle a demandé après toi, a-t-elle murmuré. J'ai figé. Elle a quoi? Elle appelle ton nom. Elle ne mange pas. Ne parle à personne d'autre. Juste, toi. Mon cœur a fait quelque chose d'étrange. Il s'est tordu. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, de la peur, ou des années d'amour enfouies essayant de revenir à la surface. Autrefois forte. Je suis entrée dans la salle, autrefois impitoyable. Maintenant allongée là, semblant petite. Semblant comme si la vie l'avait finalement humiliée. Ses yeux se sont ouverts lentement. Ils ont rencontré les miens. Faibles, enfoncés, fatigués. Elle n'a pas parlé, a juste tendu la main. Pendant une seconde, je suis restée immobile. Je me suis souvenue de tout. Les nuits où j'ai saigné, les jours où j'ai pleuré et les supplié. Le silence, la froideur, la trahison. Mais quelque chose m'a fait m'approcher. Peut-être était-ce de la pitié. Peut-être était-ce la petite fille en moi, voulant encore l'amour d'une mère. J'ai pris sa main. Elle a essayé de parler. Sa voix était faible, presque évanescente. Je ne savais pas que ça te briserait comme ça, a-t-elle murmuré. Les larmes ont jailli dans mes yeux. Tu ne savais pas, ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a cligné des yeux. Je pensais que tu survivrais. Je pensais que tu étais forte. Comme moi. Tu t'es trompée. Elle a doucement serré ma main. J'ai fait ce que je pensais qui protégerait Grace. Je ne voulais pas vous perdre toutes les deux. Et disons, il était dangereux, j'avais peur. Tu n'avais pas peur quand tu m'as habillée pour le mariage, ai-je dit amèrement. Tu n'avais pas peur quand tu m'as dit de retourner vers lui après la première nuit où il m'a battue. Ses larmes sont venues silencieusement. Pas de son, juste de l'humidité coulant sur ses joues ridées. Je t'ai laissé tomber, a-t-elle dit. Je sais. J'ai échoué en tant que mère. J'ai essayé de protéger une fille et j'ai fini par détruire l'autre. Je voulais crier, je voulais pleurer, mais je suis restée là, prise entre la fermeture et le chagrin. Je suis venue voir si tu avais encore un cœur, ai-je dit. Elle m'a regardée. Penses-tu que je mérite ton pardon? A-t-elle demandé. Je l'ai fixé. Puis j'ai lentement dit non, mais je pourrais te le donner quand même. Pour moi, pas pour toi. Son corps a tremblé. Je reviendrai, ai-je murmuré. Pas pour toi, mais parce que je refuse d'être comme toi. Je me suis tournée pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Ton père n'est pas mort, comme nous te l'avons dit. Je me suis lentement retournée. Quoi? Elle a lutté pour s'asseoir. Grace s'est précipitée pour l'aider à se relever. Que veux-tu dire? Ses lèvres tremblaient. Il a vu ce qu'Edison t'a fait. Mon cœur a manqué un battement. Quoi? Il a vu. Une nuit. Il l'a vu te battre. Il m'a confronté. M'a demandé de le dénoncer. Je l'ai supplié de rester silencieux, de protéger le nom de la famille. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Cette nuit-là, il est parti le signaler à la police. Mais il n'y est jamais arrivé. Un lourd silence est tombé dans la pièce. Que lui est-il arrivé? Ai-je lentement demandé, la voix vide. Elle a fermé les yeux. Je pense qu'Addison l'a suivi. Les murs ont commencé à tourner. Tu m'as dit qu'il avait eu une attaque. J'ai menti, a-t-elle dit, pleurant maintenant. Je ne savais pas ce qui s'était vraiment passé. Mais après cette nuit-là, Edison est revenu. Calme, souriant. Et le corps de ton père a été retrouvé dans un fossé le lendemain matin. Ils ont dit que c'était un accident. Mais je savais. Mes genoux ont cédé. Grace m'a tenue. La pièce semblait trop petite pour ma douleur. Il est mort, en essayant de me sauver. Et elle a protégé l'homme qui a peut-être tué son propre mari. Tout pour la réputation. Tout pour le silence. Tout pour la honte. Je ne pouvais pas respirer. Je suis sortie en trébuchant de la salle et dans le couloir. Le monde tournait. Tout ce que je pensais avoir survécu n'était que la surface. Les vraies cicatrices étaient plus profondes,
beaucoup plus profonde. J'avais vécu l'enfer, et les flammes me rattrapaient seulement maintenant. Je ne me souviens pas comment je suis sortie de l'hôpital. Je me souviens juste de m'être assise sur le banc en béton, les genoux tremblants, les bras enroulés autour de moi, comme si j'essayais de retenir mon âme. Tout en moi criait « Il est mort en essayant de me sauver », et ma mère a laissé l'homme qui l'a possiblement tué marcher librement. J'avais toujours cru que mon père m'avait abandonné dans le silence. Maintenant je savais qu'il était mort, en criant pour ma liberté, et personne n'a écouté. Des larmes coulaient sur mon visage comme une pluie qui avait attendu des années. Je me sentais comme si je respirais pour un homme mort. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là avant que Grâce ne sorte. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté de moi et a pris ma main. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé. Je l'ai cru. Elle était tout aussi brisée par cela que moi. Que vas-tu faire a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu, parce que je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que le silence avait tué mon père, mais je ne le laisserai pas gagner à nouveau. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un seul objectif: découvrir tout. J'ai sorti la vieille boîte brune du fond de ma garde-robe, celle que je n'avais pas ouverte depuis plus de 20 ans. À l'intérieur se trouvaient des photographies décolorées, des lettres déchirées, et quelque chose qui m'a coupé le souffle, un petit carnet, celui de mon père. Son écriture était là tremblante, mais nette. Je l'ai feuilletée, tremblante, et puis je l'ai vue. Martha n'est pas en sécurité. Cet homme n'est pas humain. Sa mère est aveugle à cela. Mais j'ai vu des choses. Je dois parler. Une autre page. S'il m'arrive quelque chose, qu'il soit connu que je suis mort en essayant de protéger ma fille. Je me suis effondrée. Là sur le sol. J'ai pleuré si fort que j'ai pensé que la maison s'effondrerait avec moi. Il savait. Il a vu. Et il a choisi d'agir. Il m'a choisi. Et elle l'a choisi. Et disons, un diable dans un costume d'homme. Le lendemain matin, je suis allée au commissariat. Je me fichais que cela faisait plus de 30 ans. J'ai apporté le carnet. J'ai apporté le passé. J'ai apporté la douleur. L'officier de service m'a regardé avec des yeux fatigués. Madame, c'est vieux. Trop vieux. Il n'y a rien que nous puissions faire à moins que vous n'ayez moins de preuves. Je ne suis pas ici pour mendier de la pitié, ai-je répondu calmement. Je suis ici pour le mettre dans les registres. S'il m'arrive quelque chose maintenant, ou jamais, qu'il soit connu et j'ai parlé. Il a fait une pause. Quelque chose dans mon ton. Il a pris ma déclaration. Il a photocopié le journal. Il m'a demandé l'emplacement actuel des Disons. J'ai ri amèrement. Je ne sais pas. Je l'ai quitté il y a des années. J'ai fui pour ma vie. Il a disparu. L'officier s'est penché. Eh bien, nous ferons une recherche. Au cas où. J'ai acquiescé. Cela semblait petit, mais c'était quelque chose. Une graine de justice. Et j'étais prête à l'arroser même avec des larmes. Des jours ont passé. Je n'ai pas eu de nouvelles de l'hôpital. Je n'y suis pas retournée. Je n'étais pas prête à la revoir. Puis Grace a appelé un soir. L'état de maman s'aggrave. Les médecins ont dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Je n'ai rien ressenti. Juste le silence. Ce genre de silence qui n'est pas vide, mais trop plein. De douleur, de souvenirs, de rage enfouie. Viendras-tu a demandé Grace. J'essaierai, ai-je dit doucement. Mais je n'y suis pas allée. Pas ce jour-là. J'ai plutôt lu le journal de mon père. J'ai lu ces mots encore et encore. J'ai lu jusqu'à ce que je me souvienne du son de sa voix. La chaleur de ses étreintes. La façon dont il disait toujours « Aucun homme n'a le droit de te briser, même si le monde l'appelle ton mari. » C'était le père que j'ai perdu. Celui qui avait plus de courage que toutes les femmes de ma vie réunies. 2 jours plus tard, l'appel est venu. Maman est partie, a dit Grace. Et ni soulagement, ni tristesse. Juste un coin vide dans ma poitrine. Ces derniers mots étaient ton nom, a dit Grace, en pleurant. Elle a dit dis-lui que j'avais tort. Dis-lui que je le vois maintenant. J'ai fermé les yeux. Trop tard. Mais peut-être, juste peut-être, certaines âmes trouvent encore la paix sur leur lit de mort. Son enterrement était silencieux. Je me tenais loin à l'arrière. Pas de discours. Pas d'excuses. Juste de la terre couvrant l'histoire. Quand la dernière pelletée de sable est tombée, je me suis retournée et suis partie.
Grâce a couru après moi. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Commencez à vivre. Elle m'a serré dans ses bras. Je t'aime, Martha. J'ai acquiescé. Je t'aime aussi, Grâce. Mais j'ai des choses à régler maintenant. Elle semblait confuse. Puis j'ai murmuré, je vais trouver Edison, même si cela me prend mon dernier souffle. Je n'ai pas pleuré à son enterrement. Pas parce que j'étais forte. J'étais un océan sans marée. Grâce m'a demandé de rester un moment chez elle. Je lui ai dit non. J'avais fait une promesse à moi-même. Trouver Edison. Pas pour me battre. Pas pour crier. Mais pour faire face à l'ombre qui m'avait suivi depuis mes 18 ans. L'officier du commissariat m'avait appelé plus tôt. J'ai fait une recherche. Un homme nommé Edison Anthony correspond à votre description. L'adresse est quelque part dans l'état d'Ogun. Il me l'a envoyé par texto. Mes mains tremblaient quand je l'ai vu. Pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, la peur de ce à quoi la vérité pourrait maintenant ressembler. J'ai fait un petit sac, payé le transport, et suis partie le lendemain matin. Le voyage était long, poussiéreux et silencieux. Chaque bosse sur la route semblait être un souvenir se détachant dans mon cerveau. Le portail de la maison était vieux et rouillé. Un petit garçon se tenait devant, me regardant. J'ai éclairci ma gorge. Est-ce qu'Edison vit ici? Le garçon n'a pas répondu. Il a couru à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, une femme est sortie, peut-être dans la quarantaine. Grande, yeux forts, visage méfiant. Oui? A-t-elle demandé, me jaugeant. Je cherchais Edison Antini. Elle a croisé les bras. Qui demande? J'ai hésité. Comment dire? Je suis la femme qui l'a violée, battue et presque tuée pendant que ma mère lui trouvait des excuses. Je suis quelqu'un de son passé? Ai-je finalement dit. Elle m'a regardé un moment, puis a dit doucement. Entrez. Le composé était calme. Trop calme. Elle m'a conduite à une chaise en plastique sous un manguier et a apporté de l'eau froide. Je n'y ai pas touché. Edison ne parle pas beaucoup ces jours-ci, a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi. N'a pas parlé depuis près de 4 ans. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a acquiescé. Attaque. Côté gauche paralysé. Ne peut pas marcher. Voit à peine. Il reste à l'intérieur toute la journée. Mon cœur battait fort. Je ne savais pas ce que je voulais entendre, mais ce n'était pas ça. Je suis sa belle-fille, a-t-elle ajouté. Il a eu un fils d'une autre femme, avant de tomber malade. Le garçon est en prison maintenant. Vol à main armée. J'ai difficilement avalé. Alors, elle a regardé à nouveau, puis a lentement acquiescé. La pièce sentait la poussière et la sueur. Il était allongé sur un matelas au sol, une main recroquevillée, un œil tombant. Il ne ressemblait en rien à l'homme de mes souvenirs. Pas grand, pas fort, pas menaçant. Juste, humain, petit, faible. Il a légèrement tourné la tête quand il a entendu des pas. Son seul œil valide s'est fixé sur le mien. Il n'y avait pas de reconnaissance, pas de choc. Juste, le vide. Je suis restée là. C'était l'homme qui avait détruit mon innocence, qui avait arraché ma voix de ma gorge, qui avait réduit mon enfance au silence. Et maintenant, je me suis assise au bord de la pièce. Je suis Martha, ai-je dit doucement. J'étais ta femme. Ou plutôt, la fille que tu appelais une femme. Toujours pas de lueur dans son œil. Des larmes ont rempli les miens. Tu m'as battue. Tu m'as violée. Tu as appelé ça de l'amour. Ma mère s'est tenue là et a regardé ça se produire et ne t'a jamais arrêté. J'ai ri amèrement. Et maintenant, regarde-toi. Je ne sais même plus ce que je suis venue dire. Il a cligné lentement. Peut-être une larme, peut-être de la poussière. Je me suis levée. Tu ne mérites plus ma haine. Tu vis déjà dans ta propre punition. Une vie où personne ne prononce ton nom avec respect. Une vie où ton corps t'a trahi de la même façon que tu as trahi le mien. Je me suis tournée pour partir. Puis j'ai fait une pause. Tu m'as brisée. Je suis sortie de ton ombre, et disons. Et je marche toujours. Il a fait un faible son, un grognement, ou un mot. Je ne pouvais pas dire. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste quitté la pièce et fermé la porte sur le passé. De retour au portail, la femme a demandé « Tu le connaissais ?» Comment? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'étais sa première victime. Et puis je suis partie.
Mais juste au moment où j'atteignais le bord de la route pour prendre un vélo, un jeune homme m'a arrêté. « Excusez-moi, êtes-vous Martha Anthony ?» J'ai figé. « Ouais. » Il a sorti quelque chose de son sac. Une lettre pliée. « Quelqu'un a laissé ceci pour vous il y a des années. Elle devait être livrée si jamais vous veniez chercher. » Je l'ai prise. Mes doigts tremblaient. Il n'y avait pas de nom. Juste 4 mots sur l'enveloppe. Si jamais elle revient. Je me suis assis sur le banc public sous un arbre de Nîmes, la lettre tremblant dans mes mains. L'enveloppe était brune, usée par le temps, mais l'écriture dessus était encore audacieuse, nette, familière. Si jamais elle revient. Je ne l'avais même pas encore ouverte, et je pouvais sentir mon souffle se resserrer. « Qui vous a donné ceci ?» ai-je demandé au jeune homme à nouveau, ma voix à peine stable. Il a haussé les épaules. « Je travaille juste avec le coursier ici en ville. On nous a dit, il y a des années, que si une femme nommée Martha Anthony venait demander, disons, ceci devrait lui être remis. C'est tout ce que je sais, madame. » Mes paumes semblaient suer du sang. J'ai tourné le dos à la route, me suis assise immobile, et ai doucement déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, pliée 2 fois. Pas de date, pas de salutation. Juste un message de la même écriture régulière. « Martha, si cette lettre te trouve, alors cela signifie que tu es revenue. Cela signifie que tu es devenue la femme que j'ai toujours craint que tu deviennes, assez audacieuse pour revenir en enfer. Je n'écris pas pour demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne vais même pas t'insulter en le demandant. Mais j'écris pour te dire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire quand j'avais du souffle, des jambes et du pouvoir. Tu n'as jamais été mon ennemi. Tu étais juste la fille que j'ai utilisée pour engourdir ma propre douleur. Avant de te rencontrer, j'ai aussi été abusée. Avant de te toucher, j'ai aussi été touchée. Avant de te blesser, j'ai aussi été blessée. Par ma propre mère, par les poignes de mon père, par un monde qui ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Mais contrairement à toi, je suis devenue ce que je détestais. Je n'ai pas brisé la chaîne, je te l'ai transmise. Je t'ai fait porter ma pourriture. Et pour cela, j'espère que la vie ne me laissera jamais oublier. Une chose de plus, il y a quelque chose que ta mère ne t'a jamais dit. Et il est temps que tu le saches. Elle ne me protégeait pas. Elle se protégeait elle-même. Demande à sa cousine, Maureen. Si elle est encore en vie, elle sait ce qui s'est passé en 1982. C'est tout ce que je peux dire. À 10 ans. Ma gorge s'est asséchée. Mes jambes se sont affaiblies sous moi. J'ai cligné des yeux sur la lettre encore et encore. 1982, c'était avant mes 18 ans. J'ai plié le papier lentement, mon esprit tourné une tempête que j'ai dans une bouteille. Se protéger elle-même? Que voulait dire disons? Que cachait ma mère? Mourant. Je ne l'avais pas vue depuis plus de 20 ans. Elle s'était brouillée avec ma mère il y a longtemps. Je me souviens avoir entendu des choses comme elle parle trop, et elle ne sait pas comment garder les secrets de famille. Maintenant je comprenais. Peut-être que Moran avait vu quelque chose. Peut-être que Moran savait quelque chose. Et si c'était le cas, alors cette histoire était loin d'être terminée. J'ai quitté Ogun le jour suivant. Retour à l'Est. Directement à la dernière adresse dont je me souvenais avoir entendu Moran mentionner quand j'étais plus jeune, fait la petite ville à l'extérieur d'Enugu. Je n'ai pas appelé, je ne voulais pas qu'elle se prépare ou se cache. Je voulais la vérité, brute et non filtrée. Quand je suis arrivée, j'ai demandé des directions à une boutique de provisions au bord de la route. « Oh, Maman Moran. Elle habite dans ce dernier bungalow coin. Elle est encore en vie? Oh, femme forte, » a dit la fille avec un sourire. Mon cœur a bondi. Elle était encore en vie. J'ai fait mon chemin le long du sentier, mon cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. J'ai frappé. Et la porte s'est ouverte. Elle se tenait là, cheveux gris, rides sculptées par le temps, mais les yeux toujours vifs. Elle a cligné des yeux, puis a eu le souffle coupé. Martha, j'ai lentement acquiescé. Elle m'a regardé pendant un long moment figé, puis a murmuré. Alors, je n'ai pas parlé quand Moran l'a dit. Je l'ai juste regardée, elle a complètement ouvert la porte et s'est écartée. Entre, Martha. Je suis entrée. Tout dans la maison sentait le vieux bois et les regrets lointains.
Des photos sur le mur, une Bible poussiéreuse sur la table, un portrait de mariage décoloré. Nous nous sommes assises. Silence. Puis elle s'est éclaircie la gorge et a dit « Tu as porté cette douleur si longtemps, enfant. Mais la vérité, la vraie vérité, je suis prête. » Elle a profondément expiré. En 1982, ta mère est tombée enceinte. Elle avait 20 ans. Elle était amoureuse d'un homme nommé Simon. Il prévoyait de se marier. Je me suis penchée en avant. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Maureen a acquiescé. Bien sûr que non, parce qu'il n'est jamais arrivé à l'hôtel. Tu vois, Simon était mon frère. Et la veille du mariage, ta mère a disparu pendant 2 jours. Personne ne savait où elle était allée. Elle a fait une pause. Des larmes se sont formées dans ses yeux. Quand elle est revenue, elle était silencieuse. Elle a dit à Simon qu'elle ne pouvait pas continuer avec le mariage, qu'elle avait fait une erreur. Simon l'a suppliée. Pleurer. Mais elle a refusé. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 jours, elle avait été violée par un inconnu sur la route. Elle essayait d'obtenir quelque chose du village voisin, et l'homme l'a forcée dans la brousse. Elle s'est blâmée, s'est sentie J'ai couvert sale, ma bouche. indigne. Oh mon Dieu. Alors elle s'est éloignée de l'amour. Mais alors quelque chose de et de pire mon est frère arrivé, a dit Moran. Elle a découvert qu'elle était enceinte. Du viol. Silence. Elle m'a regardé longtemps et profondément. Cet enfant. Martha. Je ne pouvais pas respirer. Non. Non. Ce n'est pas possible. Elle m'a dit que mon père était mort dans un accident de voiture. Elle m'a même montré des photos. Moran a secoué la tête. Elle a inventé une histoire pour te protéger. Et elle m'aime. Mais c'était un mensonge. Ta mère ne pouvait pas vivre avec la honte de dire au monde que tu étais l'enfant d'un homme qui l'avait souillée. Des larmes ont inondé mes yeux. Je me suis levée, faisant les 100 pas. Alors pourquoi? Pourquoi a-t-elle épousé Edison? Pourquoi lui a-t-elle permis de me traiter comme ça? Maureen a essuyé son visage. Elle ne l'a pas épousé volontairement. Edison était le frère de l'homme qui l'a violée. Elle ne le savait pas au début. Elle l'a découvert seulement après avoir emménagé avec lui. Mais elle était déjà enceinte du frère. J'ai figé. Elle voulait partir. Elle a essayé, mais Edison l'a menacée. Lui a dit que si elle partait, il dirait à tout le village qu'elle avait un enfant d'un violeur, que personne ne l'épouserait, que tu serais appelée bâtarde, un enfant maudit. Je suis tombée au sol pleurant. Morin s'est agenouillée à côté de moi. Elle avait peur, Martha. Alors elle est restée. Elle a enduré. Elle a choisi le silence. Et en essayant de protéger ton nom, elle a sacrifié ton bonheur. J'ai sangloté si fort que mes côtes me faisaient mal. Elle m'a laissé souffrir. Ai-je pleuré? Elle l'a laissé me blesser, me battre. Elle n'a pas rien fait, a murmuré Maureen. Elle pleurait chaque nuit. Elle suppliait Dieu. Elle mourait à l'intérieur chaque fois que tu criais, mais elle pensait. J'ai secoué la tête, brisée. Maureen a acquiescé. Edison m'a dit une fois, mais elle t'a aussi protégée de la seule façon qu'elle connaissait. Et maintenant je vois que c'est vrai, mais elle t'aimait, profondément, même dans le silence. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Et quand je me suis finalement levée, j'ai regardé Moran et j'ai dit « Merci de m'avoir dit la vérité ». Elle m'a serrée dans ses bras. Tu n'es pas ton passé, Martha. Tu n'es pas la douleur qu'ils t'ont donnée. Tu n'es pas le silence que tu as été forcée d'avaler. 1 mois plus tard, j'ai visité sa tombe à nouveau. Cette fois, avec des fleurs et la paix. Je me suis assise à côté de la pierre tombale et ai souri tristement. Je connais ton histoire maintenant, maman, ai-je dit. Tu n'étais pas un monstre. Tu étais une femme brisée, essayant de protéger un enfant dans un monde cruel. Je te pardonne. Je le fais enfin. J'ai touché la terre, chaude sous le soleil. Et devine quoi? Je suis enfin libre. Aujourd'hui, j'ai son temps. Et pour la première fois de ma vie, je ne pleure pas de douleur. Je pleure parce que j'y ai survécu. J'écris cette histoire pour que le monde sache. Toutes les femmes fortes ne sont pas nées fortes. Certaines d'entre nous ont été pliées, brisées et laissées pour mortes. Mais nous nous sommes reconstruites avec les morceaux. Je m'appelle Martha. Et mon mari m'a violée et battue pendant que ma mère regardait, mais je les ai tous deux pardonnés. Parce que guérir n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Et je n'ai jamais été plus puissante que je ne le suis maintenant.